Bonjour à tous et à toutes. Alors, bonjour à ceux qui sont ici sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Et puis, bonjour à vous qui êtes chez vous, dans votre librairie, peut-être même qui nous écoutez dans un transport en commun. Alors, nous sommes très, très heureux aujourd'hui d'accueillir Neige Sino. Neige Sino, c'est un des livres forts de cette rentrée littéraire elle a eu cet automne plein de prix. Et puis, le dernier en lice, c'est le fameux prix Femina. On est très heureux de l'accueillir parce que donc Neige rentrait après plusieurs semaines passées à Paris. Elle était sur le chemin du retour pour le Mexique où elle vit depuis 17 ans. Et puis un grand bonheur pour nous parce que Jean-Paul Hirsch, donc, qui est responsable de la commercialisation des livres aux éditions Powell, nous a proposé de l'avoir pour le Salon du Livre de Montréal. Donc on était très très contents. Ce livre, donc on s'adresse, je te l'ai dit hier, on s'adresse à des libraires et à des bibliothécaires qui, pour certains, ont lu le livre bien avant qu'il sorte en librairie. Ce livre qui interroge, ce livre qui dérange, ce livre qui est au jeu. Et peut-être pour débuter, tu pourrais nous lire un extrait. Et oui, je fais très mal les choses. Donc, mon nom est Gilda Roquet. Je travaille chez Gallimard. Et aujourd'hui, Mario, donc Mario Laframboise, qui travaille à la librairie Gallimard. Alors, il est hyper stressé, mais on le détend. Il faut qu'il respire. Voilà, Mario, les épaules. Voilà, tes collègues te donnent des conseils parce que Mario, depuis qu'il a lu le livre, on ne peut pas descendre à la librairie sans qu'il ne nous parle pas de ton livre Neige. Et donc, je lui ai proposé d'animer avec moi ou d'animer presque tout seul cette discussion. Et c'est la première fois, donc il est stressé, mais c'est merveilleux, c'est toujours le premier pas qui compte. Alors Neige, on va t'écouter, écouter Merci. tes mots. J'avais pensé lire un extrait assez long, comme ça on comprend le fonctionnement un peu du texte. Donc c'est au début. Ça vient juste après un petit passage où j'analyse, enfin je mets un peu en perspective Lolita de Nabokov. Une chambre dans la pénombre. Mon beau-père est un pervers lui aussi, mais un pervers narcissique et lettré, mais pas un pervers narcissique et lettré, comme Humbert Humbert. C'est un pervers narcissique avec des tendances sadiques, si je me souviens bien des termes employés par l'expert chargé de l'évaluation psychiatrique pour le procès. L'histoire qu'il se raconte n'est pas celle de la séduction. C'est une théorie un peu plus bizarre, qu'il a pourtant formulée si souvent qu'il y croit fermement. Il me la répétera toute mon enfance et le dira aussi aux différents interrogatoires, comme si ce cheminement mental avec une logique imparable, comme si tout le monde devait pouvoir comprendre ce qui l'avait immanquablement conduit à faire ce qu'il a fait. Quand on se rencontre, j'ai donc 6 ans et lui 24. Il vient vers moi avec les meilleures intentions du monde. Il veut remplacer mon père, m'aimer comme sa propre fille, me donner la chance d'avoir une famille stable, une éducation digne de ce nom, humble mais honnête, un foyer. Dès le début, je lui résiste. Je ne veux pas l'appeler papa. J'ai déjà un papa. Je n'ai pas besoin de son amour, de son éducation, de ses caresses. Je n'ai même pas envie qu'il me touche. Je ne le laisse pas s'approcher de moi. Et lui, tout ce qu'il souhaite, c'est m'aimer. Il cherche le contact. Je le lui refuse. Alors, il vient la nuit et me caresse quand je suis moins sur la défensive. Il se rend compte que dans le secret, dans l'obscurité, quand il met ses doigts sur mon corps et me sort du sommeil en me parlant tout bas, sans interruption, je n'ose pas résister. J'ai sans doute compris moi aussi que c'est notre seule façon d'avoir une relation de tendresse. C'est ça. Si je ne dis rien la nuit alors que la journée je suis toujours renfrognée et opposée à tout ce qu'il veut m'imposer, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Après, une fois que ça a commencé, une fois qu'on est passé à l'acte, c'est trop tard, c'est fait. Il faudrait arrêter. On se rend bien compte qu'il faudrait. On se promet qu'on va arrêter. On y arrive quelques jours, puis ça vous reprend. Il n'y a aucune barrière. Personne pour vous aider. On ne peut pas en parler. Ce serait trop mal vu, mal interprété. La société est trop fermée, trop intolérante. Donc ça continue. On recommence, encore et encore.
jusqu'à ce que la victime, des années plus tard, finisse par trouver le moyen de s'évader. Je me souviens des lieux. Le premier lieu, une chambre dans la pénombre. Ce sont ses mains sur moi qui me réveillent. Puis sa voix, quand j'ouvre les yeux, il parle déjà, à voix basse. Il ne cesse de parler. Il ne faut pas réveiller ma sœur qui dort à côté. Quand on vivait dans cet appartement, j'avais 7 ans. Je n'ai pas compris ce qui arrivait. Mais j'ai eu dès ce premier instant la sensation que c'était quelque chose de grave et de terrible. Il parlait comme un dompteur parle à un cheval, doux mais sauvage. Un cheval qu'il faut tenir pour qu'il ne s'échappe pas. Il parlait comme si rien de tout cela ne devait m'effrayer. Et si je m'effrayais, ça ne faisait rien. Il était là, lui, pour m'aider à traverser cette angoisse. Mais il avait peur, lui aussi. Et cette peur nous enveloppait comme une épaisseur de nuit. Virginia Woolf, qui a été abusée par ses 2 demi-frères, raconte ce sentiment bizarre des premiers attouchements dans un texte autobiographique, où elle essaie de mettre en relation différents souvenirs très anciens, avec la construction de sa personnalité en devenir. Je cite, « Alors que je restais assise là, il commença à explorer mon corps. Je peux me souvenir de la sensation de sa main qui passe sous mes vêtements, qui descend, ferme et décidée, de plus en plus bas. Je me souviens combien j'espérais qu'il arrête, comme je me suis raidie et me suis tortillée au moment où sa main a approché mes parties intimes. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Sa main a exploré mes parties intimes aussi. » C'est une citation d'un texte qui a été publié dans un livre qui s'appelle Moments of Being. Sans parler d'abus, sinon d'une expérience désagréable parmi d'autres, elle analyse brièvement, avec une lucidité empreinte de simplicité et de bon sens, les émotions ressenties qui s'apparentent à ce qu'on nommera plus tard la sidération traumatique. Je cite un autre passage un petit peu plus loin. « Je me souviens d'une sensation de rejet, de répulsion. Quel est le mot pour désigner un sentiment si paralysant et si ambigu? Cela devait être un sentiment fort, car je m'en souviens encore. Cela semble démontrer qu'un sentiment, à propos de certaines parties du corps, comment elles ne doivent pas être touchées, comme il ne faut pas permettre qu'elles soient touchées, doit être quelque chose de l'ordre de l'instinct. C'est un moment hors du temps, détaché du cours de l'histoire, tellement chargé d'absurde et de sens qu'il échappe à toute tentative d'en rendre compte par une narration. Je pense que c'était en même temps la première fois qu'on me touchait à cet endroit, la première fois qu'on me mentait et que je savais, sans aucun doute possible, qu'on me mentait, la première fois que je me trouvais dans ce pays obscur, sans savoir de quel côté aller, tous les sens en éveil, et ma vie menacée dans une intensité maximale, tout en m'apparaissant comme fragile, m'était révélée dans sa lumineuse singularité. » Voilà, je vais arrêter là. Je voulais lire un long extrait parce que déjà moi, quand je cite, j'aime bien citer des longs extraits. Dans ma thèse de doctorat, mes profs, ils me disaient à chaque fois, non, c'est pas possible, plus de 10 lignes, c'est pas possible. Et en fait, je trouve ça dommage parce que quand on sort une phrase de son contexte, on donne qu'un bout. Quand on sort un raisonnement, un fonctionnement de son contexte, on, voilà, j'ai toujours l'impression de donner une fausse idée. Et c'est vrai que j'en ai un peu marre aussi qu'on commente que la première phrase du livre, comme si c'était le livre entier se résumait à sa première phrase. Alors qu'en fait, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, j'ai besoin effectivement de lire au moins 3 ou 4 pages pour qu'il y ait plusieurs aspects, pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Un coup, je raconte l'histoire, mais je peux pas raconter l'histoire toute seule, donc je passe à autre chose. Ensuite, il y a Virginia Woolf qui arrive. Voilà, c'était pour Ouais, donner une idée. ouais. C'est un extrait aussi qui donne une bonne idée aussi de l'entièreté du livre, dans le sens où il y a beaucoup d'allers-retours dans ce livre-là. Vous allez parler du viol, vous allez parler de ce qui est arrivé, de comment vous l'avez vécu, comment vous le voyez aujourd'hui. Vous allez parler aussi, on traverse aussi toutes vos lectures au travers de ce livre-là. Euh,
il y a un certain moment où ce que vous parlez, où est-ce que le temps est cyclique, quand vous parlez du happy ending, du survivant, comme quoi c'est un mythe, Ouais. c'est un peu la forme aussi que j'ai l'impression que votre livre prend. Il est cyclique d'une certaine Tout à façon. fait. Ouais. Mais parce qu'on revient, hein, souvent, on redémarre, c'est comme un petit escargot, Mais là. c'est ça. Ouais, Mhm. Oui, et je voulais montrer ça, je veux montrer l'obsession. Quand on a un truc qui n'est pas résolu, qu'on y pense de façon obsessionnelle, même si on se dit, allez, je le laisse de côté, hop, puis il revient. Et il revient. Et c'est ouais, ça que je voulais montrer, oui. Pas vraiment cyclique, j'ai l'impression que c'est une espèce de spirale un peu quand même. ouais. Puis, est-ce que cette forme-là, c'est venu dans un souffle ou c'est une forme que vous avez travaillé pour que votre livre Non, je l'ai passe? pensé. Vous avez Je pensé? l'ai pensé. Ouais, je l'ai pensé comme ça. Je pense que c'était la seule façon pour moi de supporter d'écrire ce texte. C'est pour ça que je trouve ça insupportable, en fait, quand quelqu'un cite ou qu'on me demande de lire juste un petit bout où je raconte une scène de viol ou un truc comme ça, parce que c'est pas le livre que j'ai voulu écrire, en fait. Je peux écrire ce livre que parce que j'ai cette forme. Et c'est cette forme qui a rendu possible pour moi d'aller au bout de ce livre. Est-ce que tu pourrais, Lège, on s'adresse à des libraires et à des bibliothécaires, nous raconter l'histoire de ce livre? Quand est-ce que tu as décidé de l'écrire et puis comment tu disais que tu l'avais envoyé à plusieurs éditeurs et puis Oui. tu nous disais hier et que chaque fois que bon, quand on te le refusait, mais tu retravaillais le livre, ce Mhm. serait intéressant pour les libraires et les bibliothécaires qui sont là, que tu racontes l'histoire du Ok. livre. C'est plusieurs histoires à la fois, du Ben coup, oui, c'est j'imagine. l'histoire de la publication et puis l'histoire de l'écriture du L'histoire de livre. l'écriture, Mm. oui, oui. L'écriture du livre, donc j'ai 46 ans, j'écris depuis l'adolescence à peu près, j'ai écrit beaucoup de livres. Je ne me suis jamais interdit d'écrire sur la maltraitance, c'est un sujet, c'est mon matériau, quoi. Quand on a envie d'écrire, la plupart des auteurs, on a plusieurs options. On a un matériau autobiographique, on a des lectures, on a l'imaginaire. Bah, moi, j'ai plein, voilà, comme tout le monde, tout un éventail de possibilités. J'ai pas voulu m'empêcher d'écrire sur ça. Mais c'est vrai que je voulais pas le faire à la première personne, j'ai jamais voulu. Un de mes grands amis est un dessinateur de bande dessinée. Je le cite dans le texte, hein, je le connais depuis très longtemps. Il s'appelle Edmond Baudouin et il m'a toujours poussé à faire comme lui, à écrire un texte autobiographique et j'ai toujours refusé, refusé, refusé. Je voulais pas assumer cette histoire-là, raconter ma vie comme ça. Et donc, voilà, j'ai écrit des textes de fiction très similaires à ce texte-là, que j'ai pas réussi à publier. J'ai écrit plein d'autres textes que j'ai pas réussi à publier non plus. Bref, et à un moment donné, la forme telle qu'elle est aujourd'hui m'est apparue dans un autre livre que j'ai écrit en espagnol sur un autre sujet. Et il s'est produit plusieurs choses et je me suis assise pour écrire à nouveau sur le sujet du viol et je me suis rendu compte que je le faisais dans cette forme-là, de la non-fiction à la première personne. Et comme ça avait déjà pris une place dans ma tête, que ça avait fonctionné pour un autre texte, je me suis lancée un petit peu et au bout d'une vingtaine, trentaine de pages, je me suis rendu compte que oui, ça allait être possible. Donc c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit assez vite. Je pense que j'ai mis 1 an et demi pour écrire ça. Pour quelqu'un qui n'a pas tout son temps, enfin, je suis pas professionnelle de l'écriture, donc je fais beaucoup d'autres choses. Donc c'est quand même très rapide. Je me suis un peu efforcée de le faire, d'aller jusqu'au bout assez vite parce que je voulais qu'il y ait cette énergie. Dans mon idée de la construction, il y avait la question cyclique, mais il y avait aussi, je voulais que ça soit un rythme qui fasse que, sans surprise, sans suspense, on sait à la première page hein, exactement tout ce qui va se passer dans le livre. Je dis tout, il n'y a pas de secret. Donc si on suit le texte, c'est pas parce qu'il y a un suspense, c'est que on va apprendre au bout d'un certain temps qu'est-ce qui lui est arrivé à cette pauvre fille. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais je voulais un rythme qui ne fonctionne que par lui-même, que par le challenge de l'intelligence euh, qui est demandé du lecteur et que je me propose à moi-même. Donc, il fallait que je l'écrive vite pour qu'il se lise vite. Donc, il y a eu quand même ça, il y a eu quand même l'idée de je peux pas laisser tomber ça, je vais au bout de ça.
Et donc, au bout d'un an et demi, voilà, je l'ai commencé à l'envoyer. J'ai quelques interlocuteurs en France qui me refusent des manuscrits depuis très longtemps. Et donc, j'envoie le livre, on me le refuse. Et c'est vrai que j'aime beaucoup retravailler en général, mais ce texte-là particulièrement, et même encore maintenant, quand je le présente, j'ai l'impression que je suis encore en train de l'écrire. J'ai encore envie de le corriger, j'ai encore envie de le préciser. Donc, je l'ai beaucoup corrigé. Chaque fois que je recevais une lettre de refus, je le relisais un peu, je me disais, bon, peut-être là, c'est pas clair, là, c'est pas bien. Et on me l'a refusé entre 15 et 20 fois, quoi. Donc, j'ai essayé pendant un an de publier ça. Pendant ce temps-là, je l'ai traduit en espagnol. Je me suis dit, je vais le publier au Mexique, si personne ne me le prend en France, parce que comme je disais hier soir à la télé, quand on écrit un texte qu'on écrit depuis longtemps, on sait ce qu'on écrit, en fait. On sait ce qu'on a écrit quand on a fini. On sait vaguement. Après, au bout d'un moment, de se recevoir tellement de refus, on se dit, bon, ben, peut-être je m'invente là. Non, mais c'est vrai, c'est Oui, difficile de sûrement. penser soi-même. Quand on a l'impression qu'on a fait quelque chose d'important, mais que tout le monde vous dit non, non, merci, non. Et donc, voilà, mais j'ai jamais cessé de croire quand même dans mon texte et je l'ai envoyé par email Édition aux POL. éditions POL. Et là, Frédéric Boyer m'a écrit au bout de 2 jours, 2 ou 3 jours, et on s'est téléphoné très vite et ensuite, ça s'est enchaîné comme un rêve un peu, mais moi, au bout d'un moment, je me disais, ça marche plus comme ça à l'édition, en fait. Moi, je souhaitais envoyer un manuscrit par la poste et que quelqu'un qui me connaisse pas choisisse un texte parce que ce texte fonctionne et lui parle. Donc, mon rêve s'est finalement accompli au bout de très, très, très longtemps. Oui, parce que Mais quand voilà. même, on a eu le plaisir d'entendre Frédéric Boyer et Jean-Paul Hirsch nous parler de ton livre en mai dernier. Et ils ont dit, on a reçu ce texte par courriel et qu'ils ont été saisis. Frédéric t'a répondu 2 jours après. Oui. Il le dit encore, le texte l'a saisi. Oui, c'était très touchant en plus parce que Frédéric Boyer, il m'a téléphoné tout de suite en me disant pour moi, c'est un texte de littérature. Euh, Il avait compris ta pour lui, le démarche. sujet était secondaire. Et ça a été assez fabuleux parce que cette couverture blanche, POL, ça donne un aspect très littéraire. Mon texte, comme il est double, c'est un texte littéraire, mais c'est un texte qui a un sujet et je voulais abandonner aucun des deux aspects. C'est important pour moi de parler de l'inceste. C'est important que je reconnaisse l'hybridité de ce texte. C'est un texte littéraire, c'est une construction. J'essaie de faire quelque chose d'artistique, mais euh, je me cache pas derrière l'art non plus. Il y a aussi un sujet. Et donc, le fait que Frédéric Boyer ait assumé, et les éditions POL en général, ils ont défendu cet aspect littéraire très fort, ça m'a donné une très grande marge à moi pour pouvoir présenter l'autre aspect du livre, qui est aussi voilà, la difficulté de mettre des mots sur une expérience comme ça. Et vous en parlez aussi, on est dans votre livre, que le tabou, c'est pas le viol en tant que tel, c'est le fait d'en parler, de l'analyser, d'essayer de le comprendre, je crois. Ouais. Et c'est ce que vous faites dans votre livre. Vous essayez de l'analyser, de le comprendre, vous en parler. Est-ce que vous aviez cette volonté-là de briser ce Un tabou-là? peu, ouais. C'est une phrase que j'ai lue, je pense, dans l'œuvre de Dorothée Ducy, OK. qui est une anthropologue qui a été un peu silenciée au début de ses travaux, justement à l'université, une femme qui fait des travaux sur l'inceste. Ça a été quelqu'un que sa thèse n'a pas été publiée pendant longtemps. Et là, depuis MeToo Inceste, elle a repris la parole. Moi, c'est comme ça que que j'ai connu son travail. Et elle a beaucoup lutté dans son domaine anthropologique contre ce cliché qui arrive de loin, hein, c'est Lévi-Strauss, l'idée que l'inceste est le tabou fondamental de nos sociétés. Et elle, ce qu'elle dit en tant qu'anthropologue, c'est que c'est pratiqué dans toutes les sociétés, l'abus sexuel des enfants dans la famille et dans le groupe social, l'oppression des plus faibles, et donc c'est pas un tabou, quelque chose qui est pratiqué à une si grande échelle, c'est pas un tabou.
c'est pas l'interdiction fondamentale. L'interdiction fondamentale à propos de l'inceste, c'est d'en parler. Et donc, moi, je l'interprète un petit peu différemment en me disant, OK, je suis pas anthropologue, mais je sens dès le début, quand je commence à écrire ce texte, que je fais quelque chose de dangereux. Et c'est pas une provocation. C'est pas c'est pas une démarche de dire à la société, regarde ce que tu veux pas voir. Il n'y a pas besoin d'être violent, en fait, pour être dans une incandescence où j'ai compris tout de suite que, et on le sent, je pense, dans le texte, hein, qu'on est face à un précipice. Et que même en s'approchant un tout petit peu, c'est déjà plus que ce qui est rendu possible dans notre société, quoi. On est sur le bord comme vous le dites, du pays des ténèbres, je pense que vous dites. Et quand vous dites que c'est dangereux, parce que je me suis posé la question hier quand j'ai écouté votre entrevue à Tout le monde en parle, et vous disiez que votre agresseur, il est plus dans votre vie. Il n'existe plus, je pense que les mots que vous utilisiez. Et je me posais la question, est-ce que c'est dangereux pour vous d'avoir écrit ce livre? Est-ce que c'est difficile d'avoir écrit ce livre? Parce que avec le succès que le livre rencontre, naturellement, on doit vous poser beaucoup de questions sur votre agresseur. Ouais. Je suis blindée, hein, parce que je savais que ça allait être comme ça. Et c'est effectivement pratiquement tout le temps comme ça. J'ai pas le choix, en fait. Hein. J'ai pas le choix, aussi bien pour essayer de parler de mon écriture, mais aussi, je suis dans une position de privilège. Je suis quelqu'un qui a eu un procès. J'ai eu des aveux de la part de mon violeur. Je suis française. J'ai eu un avocat commis d'office payé par l'État. J'ai fait des études. Euh, j'ai des capacités, j'ai des armes. Ça fait 25 ans que je fais des études pour avoir ces armes. Donc tout ça, je suis blanche dans une société égalitaire, démocratique. Donc toutes ces choses-là, ça me met dans une position de privilège. Et pour moi, c'est une responsabilité par rapport à tous les autres gens qui n'ont pas ça, qui ont vécu la même expérience que moi ou des expériences similaires et qui, en plus de ça, moi je suis dans la dissociation, donc je ne m'effondre pas tout de suite, je m'effondre quelques jours plus tard ou le lendemain, hein, j'analyse ce qui s'est passé à la télé, je me dis, c'est pas possible. Donc toutes ces choses-là, non mais c'est vrai, c'est ce que j'explique dans mon livre, hein, tous mes processus, même mon processus mental, il est conditionné par ce que j'ai vécu et je pleure jamais. La plupart des gens qui viennent témoigner à la télé d'un inceste qu'ils ont vécu, ils s'effondrent, leur effondrement psychique, il arrive tout de suite quand ils perçoivent une agression de la part de la personne qui leur dit euh, alors c'était vraiment très dur le procès, et ils commencent à parler et hop, ils pleurent. Ben, moi, j'ai pas ça. Donc, toutes ces choses-là qui font que c'est possible, je dois les assumer et je vais au combat en fait à chaque fois. Donc, pour l'instant, je tiens le coup. Et c'est comment dire, c'est la très très grande rétribution que j'ai dans les rencontres avec les lecteurs, avec les libraires, avec les gens qui ont été touchés par le livre et où je sens qu'il y a un dialogue avec une intelligence en face de moi, ça lave en fait à chaque fois de ces choses qui sont assez agressives où je reçois comment dire, c'est pas des agressions individuelles, ça dit, les questions qu'on me pose, elles disent des choses, pas sur mon livre, mais sur la société dans laquelle on est. Les questions qu'on posait à Christine Angot il y a 20 ans, c'était bien pire, et ça disait quelque chose de bien pire sur la société d'il y a 20 ans. Christine Angot, qui écrit un livre qui s'appelle L'inceste, où elle parle d'une expérience absolument atroce d'une enfant qui est dans une relation d'esclavage par un agresseur. Elle a gagné le prix SAD, qui est un prix littéraire pour les romans érotiques. Donc, on n'est pas là. Et donc, je comprends aussi, et je savais
que je me lançais dans une arène et que voilà, il y allait avoir ça. Donc ça ne veut pas dire que j'en souffre pas, mais il faut que je l'assume. Mhm. Le lecteur de votre livre, euh, parce que on en parlait, Gilda et moi, tu sais, des gens avec qui je vais en parler en librairie, là, on a des libraires devant nous, Ouais. la caméra aussi. Euh, il y a des gens, quand je parle du livre, qui appréhendent, ils disent, ah, ça Mais va être oui, difficile. Puis il y a des gens qui le lisent, et il y a toutes sortes de lecteurs très, très différents, des gens, peut-être des gens qui ont vécu aussi là, une expérience similaire, des gens qui n'ont pas vécu d'expérience similaire, mais qui, dans tous les cas, je trouve que votre livre permet de mieux comprendre cette littérature-là hybride qu'on voit depuis plusieurs années. Elle nous donne les outils pour comprendre autant euh, cette littérature-là, mais aussi pour comprendre aussi l'inceste d'une certaine façon. Quand vous avez écrit votre livre, est-ce que vous avez pensé au lecteur, pendant que vous l'écriviez ou après vous l'aviez écrit, est-ce que vous avez pensé au lecteur idéal? j'ai construit un peu un lecteur hein, depuis le Ouais. début. Il est construit ce texte un peu comme un dialogue, mais c'est vrai que c'est pas un lecteur idéal. C'est pas non plus un lecteur imaginaire. Un truc un peu étrange. J'ai l'impression, euh, il y a plusieurs choses qui se superposent. Parfois, c'est un livre qui est construit comme une conversation, hein, parce qu'il commence par MeToo, hein. Moi Mhm. aussi, MeToo, pour moi, c'est une conversation. C'est toutes ces discussions qu'on a entre amis sur la domination de la société, le patriarcat, tout ça, c'est une conversation. Donc, et je réponds à une espèce de question qui ne m'a pas été posée. Donc, je suis dans un dialogue comme ça, mais avec qui? Et je me pose la question en cours de route. Et j'aimerais que le lecteur et la lectrice se la pose aussi. C'est un livre qui s'écrit en questionnant sa propre forme constamment. Mais des fois, je pense effectivement aux gens qui ont été victimes aussi. Des fois, je pense aux gens qui se posent la question d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a vécu ce genre d'agression, mais qui connaissent pas le sujet. Ça dépend des fois, en fait. Mhm. Ça dépend des fois. Et pour reprendre un peu ce que vous disiez au début, ce qui a été assez fabuleux là dans cette expérience, et c'est la suite un peu par rapport à ce que je racontais à Gilda, mais on avait pensé, mes éditeurs étaient à fond, ils étaient très motivés. Moi, j'avais un peu des réticences quand même, enfin pas des réticences, mais je me disais, c'était déjà le maximum pour moi d'avoir un éditeur qu'on me publie, c'était déjà assez extraordinaire. Et je me disais, tant pis, il y aura sûrement pas beaucoup de lecteurs pour ce livre-là. D'une certaine façon, je ne souhaitais pas qu'il en ait beaucoup. Il y a un aspect un peu ambivalent là chez moi. Mais je savais qu'il allait être compliqué de faire lire ce texte. Parce que cette réaction-là, je l'ai eue dans mon entourage. Et moi, je l'ai moi-même. Mhm. J'ai pas envie de me plonger dans un texte qui raconte des abus sur un enfant. Cette personne a envie. Mhm. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec mon livre? Je crois. Un peu la presse au début, quelques journalistes qui sont passionnés pour le livre, qui ont essayé de le faire connaître, mais les libraires. Vraiment, les libraires et tous les libraires que j'ai rencontrés en France me parlent de cette chose-là. Ah, on a plein de lecteurs qui viennent, qui disent ah, j'ai pas envie, et je leur parle du livre, après ils l'amènent chez eux, ils viennent me remercier de l'avoir lu. Et ça, je trouve ça super. Donc, merci de faire ça. Non, mais c'est vrai, on est une chaîne, c'est-à-dire on est une chaîne, moi je fais ce que je peux, je fais de mon mieux, et même je vais à la télé et j'assume. Ah bon, c'est tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, Même à tout le monde en parle. voilà. Mais je peux pas faire tout. Et faire lire mon texte, là, je peux pas. Je peux pas, voilà, je peux pas et c'est pas ma place. Et je trouve ça fabuleux qu'il y ait eu cette magie pour moi, que d'autres gens, les éditeurs d'abord, les journalistes, les libraires, et que ça, qu'il y ait je sais pas comment appeler ça, enfin, cet événement assez fabuleux autour de ce livre pour Mhm. moi. C'est pas pour vous flatter, hein, j'ai l'impression, là, c'est sûr, je suis devant des libraires, mais c'est réel en fait. C'est vraiment ce qui m'est arrivé quand j'étais en France. Euh, Même des gens qui viennent me voir aux lectures et qui me disent mon libraire m'a conseillé et après je l'ai offert à quelqu'un, ma sœur, ma mère et tout. Je me dis, là vraiment ça dépasse tout ce que j'ai imaginé. J'imaginais pas qu'il soit possible. C'est un livre que j'ai conçu en imaginant un lecteur
solitaire. Ça, oui. Je sais pas exactement lequel c'est, non? Je sais pas si c'est un lecteur qui a des informations sur le sujet, qui a beaucoup de lectures ou pas. Euh, Tout ça, c'est vrai que c'est assez flou et ça change. Mais mon projet, c'était de m'adresser depuis une solitude très grande à une autre solitude. C'est pour ça que c'est un peu, je n'imagine pas une autre forme qu'un livre. C'est vraiment ça un livre. C'est un moment où je suis dans cette possibilité de m'adresser au cerveau et à l'émotion et à l'âme de quelqu'un qui est seul avec moi pendant les 6-7 heures de la lecture. Sauf que en même temps, cette solitude du lecteur, on ne peut pas ne pas la partager. Je pense que ce texte est fort. Moi, c'est Mario qui m'a décidé, hein, c'est une honte, le diffuseur qui est influencé par le libraire. Mais moi, j'étais réticente, j'avais peur de lire ce livre. Euh, et donc, c'est Mario qui m'a décidé, et en même temps, après, on ne peut pas ne pas en parler. C'est ça qui, je pense qu'on a besoin comme lecteur pour souffler, de parler ou à celui qui nous l'a recommandé ou d'en parler à quelqu'un d'autre. D'accord. Je crois qu'on peut. J'avais pas projeté ça, je l'avais pas Il me projeté. semble, je ne sais pas, mais moi, on peut plus être. C'est trop. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu comme lectrice. C'est trop. Donc, moi, quand c'est trop, il faut que je parle. Donc, voilà, je pense qu'il y a ça aussi. Alors, peut-être qu'il y a des lecteurs bah, je sais pas s'ils méditent, mais qui intègrent et qui restent dans leur solitude. Mais pour beaucoup, et quand même, le fait que tu aies rencontré, tu disais que tu as rencontré des lycéens, que tu as eu des activités dans des librairies, ça veut aussi bien dire que le lecteur a besoin aussi Oui. de te parler pour peut-être souffler aussi un peu. Ouais, c'est possible. Et puis, ce défi-là que j'avais dans le texte, de puisque moi, j'ai ce courage de réfléchir à ça, et que je le demande d'une certaine façon, c'est un peu le contrat, c'est euh, le contrat dans le texte qui s'établit dans les premières phrases, c'est OK, je vais euh, essayer d'être le plus honnête possible, une démarche d'une grande honnêteté intellectuelle. Je vais être autocritique, je vais pas reculer, je vais faire plein de choses. En échange, je demande un certain courage Mais c'est sûr. de la part de celle qui va le lire. Et je sais plus pourquoi je réponds ça. Mais disons que la réception du texte, elle est la confirmation que il y a beaucoup de gens qui sont contents en fait de démontrer ce courage-là, qui est un courage intellectuel. C'est pas un courage En fait, on est un peu exposé émotionnellement. Mais je pense que ce défi-là, quoi, on va oser réfléchir ensemble sur un sujet auquel on n'a pas le droit de réfléchir, et il est relevé collectivement. Et les lycéens, dans une classe, ils ont envie, en fait, ensuite de parler du sujet, et comme si tout d'un coup, ça devenait possible. Oui, puis je pense que tu poses la question du mal. Et c'est quand même une question qui remplit notre vie, quoi. Ouais. Et vous parlez d'honnêteté. Moi, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué. Où est-ce que vous parlez? C'est un passage où vous dites que le mot bizarre revient beaucoup. Ouais. Et après, vous dites, bon, en même temps, faut pas trop le polir parce que c'est un témoignage, ça trahirait, c'est pas de la grande littérature, euh, ça trahirait la sincérité du projet. Moi, premièrement, je trouve que c'est la grande littérature justement parce que c'est un livre qui est fort parce que euh, par justement cette sincérité-là, cette honnêteté-là dans le livre. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que cette sincérité-là, j'ai l'impression elle est fondamentale au livre, mais à votre projet aussi. Quand vous parlez en entrevue,
je vous sens toujours essayer d'avoir la pensée juste, les mots justes pour exprimer qu'est-ce que c'est que ce livre-là. Puis je pense que c'est pour ça qu'il nous marque. Parce que vous dites les mots justes sur toute cette pensée-là autour de... Mais disons que, alors, il y a plusieurs passages. Il y a ce passage-là, Ouais. à propos du mot bizarre, effectivement, où là, c'est un petit peu, c'est le début de la réflexion sur la question du témoignage. Et c'est un peu humiliant au début pour moi, cette notion de témoignage, qui n'est pas de la grande littérature, qui est de la sous-littérature, et qui ne doit pas être trop travaillée parce que ça fait partie du genre où si on donne l'impression d'être sincère, il faut qu'on parle un peu comme si on était dans l'oralité. C'est un peu ironique là. C'est un peu de dire, allez, bah, tu as choisi ce genre littéraire qui est un sous-genre, donc tu dois écrire un sous-texte. Puis ça revient. Et ça revient beaucoup cette réflexion sur le témoignage jusqu'à à la toute fin où je le renverse complètement. Et où je dis, en fait, si je l'assume et que je retourne cette espèce de cliché, qu'est-ce que c'est de la grande littérature? La grande littérature, c'est un truc bien écrit, avec plein de références et avec des phrases longues, avec plein de virgules. C'est pas ça. C'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'un témoignage ne peut pas être de la grande littérature? Mhm. Ben, en fait, je me trompe moi-même quand j'ai pas envie de faire un témoignage. L'art, il est partout. Il est partout là où on souhaite le mettre. Et c'est ce que j'essaie de dire à la fin. Quand on a une expérience de lecture qui nous amène quelque part au profond de soi, où on touche quelque chose de très important, ça n'a pas d'importance quel est l'objet. C'est de l'art, ça. Mhm. L'art, c'est pas un truc qu'on peut définir avant. Alors, un truc artistique, c'est comme ci, comme ci, comme ça. C'est pas vrai. Donc, c'est une lutte, en fait, constante avec moi-même. Mais ce terme de sincérité, il est compliqué pour moi. Il y a un autre passage où je parle du journal intime. Oui, oui, Oui. oui. Vous mettez vous avertissez le lecteur pour dire je ne suis pas dans les lignes, je suis entre les lignes. Je suis pas sincère. Ouais. Le truc, c'est ça, c'est que si j'étais sincère, je m'abîme trop. Mm. Je peux pas être sincère. Je peux pas être dans livrer ce que j'ai vraiment dans mon petit cœur. Mais ce que je peux faire, c'est être honnête. Et ça, c'est ce que j'ai appris. J'ai fait des études de lettres pendant très longtemps. J'ai une formation. Les études de lettres, c'est un peu particulier, hein. Il y a pas grand monde qui étudie ça. On n'a pas de bourse, on n'a pas de boulot. Mais c'est des études absolument fabuleuses au sens où on a un héritage humaniste, un apprentissage pendant des années d'une certaine forme d'honnêteté intellectuelle, de citer ses sources, de, quand on ne sait pas, dire je ne sais pas, de considérer les autres points de vue, d'être autocritique. Enfin, toutes ces choses que j'essaie d'appliquer à un récit autobiographique, en fait, je les ai appris dans ma démarche universitaire par rapport au texte des autres. Et donc, c'est proche, hein, l'honnêteté et la sincérité. Mhm. Mais c'est pas exactement la même chose. Et si j'étais sincère, je dirais d'autres choses. Si j'étais vraiment sincère. Mais je me ferais mal et je ferais mal à mon lecteur. Et le fait de ne pas être sincère, mais d'être honnête, ça me permet une petite distance où on est quand même dans une démarche. Il y a une sincérité dans la démarche, il y a une sincérité dans le questionnement. Mais je ne dis pas ce que je veux pas dire. Et je ne vous vais pas entendre ce que vous voulez pas entendre. Vous Une nous certaine protégez, façon. en fait. Un peu, oui. C'était mon but. Un petit peu, non? Parce qu'on n'est pas non plus voilà, complètement protégé. Mais peut-être, j'ai oublié de dire au début, Mario, si tu me permets, ceux qui sont derrière leur écran, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Et puis Jean-Baptiste va nous les lire à voix haute. Mais on pourrait, parce qu'on a beaucoup de chance là, on sait qu'il y a des lecteurs dans la salle, au boulevard Saint-Laurent. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi vous autoriser à les poser. Oui, Eric. Bravo, d'abord. Merci. Donc, et je dis pour ceux qui ne te voient pas, Eric, donc c'est une question que tu vas poser un peu fort, Ouais. d'Eric Blackburn de la librairie Le Port de Tête sur le plateau Mont-Royal.
bravo pour ce livre. Juste pour revenir un petit peu sur la question de la solitude, en fait, ce qui est très intéressant, c'est comme vous arrimez votre pensée, votre réflexion à toutes sortes d'œuvres littéraires. Vous conviez, tu sais, Emmanuel Carrère, Margot Fragoso, Nabokov, tout ça. On se sent on se sent pas vraiment seul. L'état d'esprit dans lequel vous étiez aussi, j'imagine qu'il est appuyé là-dessus. Et c'est cette voie tracée là-dedans qui permet aussi de pouvoir recevoir ce texte sans être submergé par l'émotion, on est juste conscient, tout est vivant, tout est là, mais c'est comme un univers qui passe. Ouais. C'était un équilibre à trouver pour moi. C'est la grande force. Ouais, merci pour cette question, parce que c'est effectivement, c'est des stratégies que j'ai vues ailleurs dans des textes de non-fiction pour nous protéger un petit peu, faire intervenir d'autres voix, faire intervenir des archives, faire intervenir des histoires, des choses qui mettent des espèces de respiration. Mais d'un autre côté, et ça je m'en suis rendu compte, j'ai eu une expérience assez fabuleuse là en France, j'ai enregistré le livre audio. Et on s'est posé la question avec Hélène Lotito, qui est la personne qui m'a dirigée pendant la lecture, est-ce qu'on ne ferait pas intervenir une autre voix pour les citations? Et donc, on a essayé. Donc, il y a ma voix qui lit le texte, puis d'un coup, la voix d'un acteur qui lit merveilleusement bien, qui lit, par exemple, les citations très longues de Nabokov. Et au début, moi, j'étais un peu fascinée, la belle voix du garçon qui lisait super bien. Et ça me donnait l'impression que je sors un peu de ça. Mais quand on s'est questionné au bout de quelques jours, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que la respiration va si loin que ça? Ben non, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même moi qui lis. C'est quand même Nabokov vu à travers ce cerveau de la voix qui construit ce texte. Donc, c'est vrai que je le voulais comme ne pas être complètement seul, complètement pris dans cette chose qui pourrait être un peu étouffante. Donc, je fais venir des lectures, mais c'est toujours des lectures, on se demande un peu pourquoi elles viennent là des fois. Et elles ne sont vues qu'à travers ce filtre de cette sensibilité-là. Ouais. Le fait aussi, un truc qui m'a beaucoup intéressé quand vous parlez de votre violeur et que vous ne voulez pas vous exprimer à travers sa tête, si on veut, là, je dis, désolé si je ne le dis pas bien, mais que par ailleurs, vous seriez toutes là pour lire le livre qu'il pourrait lui écrire. Ça, j'ai trouvé ça vachement. Mais l'autre jour aussi, j'ai relu, pas en entier, mais je suis tombée sur la nouvelle édition en quarto de l'œuvre d'Emmanuel Carrère. Je retombe sur l'adversaire. Je l'ouvre comme ça, je tombe sur l'adversaire. Et c'est quand même assez fabuleux. À aucun moment, il se met dans la tête. Donc, c'est un livre tout entier, écrit sur un personnage qui l'obsède, qu'il connaît, qu'il va interviewer. Jamais il ne pense à sa place. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas théorisé dans son texte, ni dans le mien, mais cette frontière-là, où on veut bien s'approcher, et on sait qu'on pourrait peut-être basculer et devenir et comprendre et être lui d'un certain côté, mais on se le permet pas en fait. Le texte vous appartiendrait plus de la même façon, forcément. J'imagine. Marine? Vous parlez de le comprendre, mais il y a aussi la question du pardon dans votre texte que j'ai trouvé intéressant sur l'aspect à la fois du pardon et de la guérison, puisque vous dites aussi, et ça je pense que c'est ce qui fait aussi la singularité de votre texte, que la littérature ne guérit pas, ou que cet exercice-là que vous avez fait, littéraire et artistique, n'est pas pour se guérir. Moi, c'est les deux aspects qui m'ont le plus intéressée, au-delà justement de la qualité
à la fois littéraire, le rythme, vous avez parlé, c'est vrai que c'est un livre sidérant qui se lit extrêmement rapidement aussi. Je pense que c'est très réussi, je voulais vous aussi Merci. le dire. Donc moi, je voulais vous entendre sur cette question de la guérison et du pardon, là, qui sont deux choses qui ont été évoquées d'ailleurs hier à la télé, mais escamotées évidemment. Mais je voulais pas répondre je voulais pas donner mon opinion parce que qui est-ce que je suis pour dire la littérature ne guérit pas, pour dire ni Dieu ni maître, pas de pardon, pas de guérison. C'est pas exactement ça, ça n'est pas un manifeste. Si j'exprime mon opinion à un moment donné de l'histoire, c'est pour montrer un cheminement parmi d'autres. Ça veut pas dire que je suis pas contre la thérapie. J'ai pas fait de thérapie. J'ai pas cru à un moment donné que c'était possible pour moi, mais je prends pas position en disant je trouve que c'est nul de faire une thérapie. Bien sûr que non. Je suis à fond pour la thérapie. Simplement, il y a des parcours de vie où ça n'arrive pas. Et ça ne m'est pas arrivé. Pareil, le pardon. Je ne vais pas juger ceux qui pardonnent. Parce que là, vraiment, je tomberais dans l'inverse de ce que je souhaite. Je voudrais qu'on me comprenne. Donc, je ne peux pas me mettre dans une posture où moi, je souhaite ne pas comprendre les autres. Ça me semble mystérieux, la question du pardon. Moi, je suis plutôt, effectivement, ma démarche intellectuelle, et c'est ce que j'essaie de reconstruire dans une démarche un peu comme Yankelevitch, hein, l'impardonnable. Comment pardonner l'impardonnable si on est dans une démarche rationnelle, du sens commun? On ne peut pas pardonner l'impardonnable. Donc moi, je suis plutôt dans une démarche comme ça. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas valable quelqu'un qui pardonne l'impardonnable. Simplement, j'ai un peu l'impression que quelqu'un qui fait ça, soit il considère que c'est pas impardonnable, donc dans ce cas-là, il y a une redéfinition du crime qui n'est pas celle que j'ai, soit il considère qu'on peut faire quelque chose d'absurde et d'irrationnel, qui est de rendre possible l'impossible, et dans ce cas-là, c'est peut-être une dimension religieuse. C'est Kierkegaard, c'est le chevalier de la foi, c'est-à-dire on sait qu'on ne peut pas, c'est un fossé qui est impossible à franchir, on va le franchir quand même parce qu'on a la foi. Bon, moi, je ne suis pas dans une démarche, c'est ce que j'essaie d'exprimer, mais je suis ni pour ni contre. Et c'est pas mon but en fait. C'est exactement cet aspect-là que j'ai trouvé particulièrement intéressant parce que notre société, dans son chaos et dans son crépuscule, là, cette partie crépusculaire, a toujours des réponses extrêmement tranchées et souvent, en effet, avec un certain fondement, soit philosophique, soit chrétien, mais en tout cas, qui permet de donner des réponses et de réconcilier tout le monde, enfin, ou de se trouver des réconciliations. Ce que je trouve intéressant, c'est justement tout l'exercice que vous faites, d'être jamais dans ce caractère tranché et d'être dans une interrogation dans laquelle on vous accompagne dans cette interrogation-là, dans cette sidération qui pose une question auquel il n'y aura jamais de réponse. Et ça, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Je veux dire, et intellectuellement parlant, tout le travail que vous démontrez, puis quand on vous entend parler, on l'entend, en fait, cette démarche-là, puis cette volonté que vous avez toujours, comme tu l'as dit, Mario, d'être juste, de questionner. C'est aussi ce calme dont vous faites preuve quand vous exprimez votre pensée dans une société où tout s'accélère tout le temps. C'est vraiment très inspirant pour nous, puis je pense pour nous, professionnels du livre, qui avons la chance d'être en contact en permanence avec la littérature. C'est d'avoir la chance, dans une rentrée littéraire, d'être nous-mêmes sidérés, nous-mêmes re-questionnés. Enfin, voilà. Donc, vraiment, bravo pour tout. Puis, on a la chance que le grand public puisse aussi le découvrir, nous aider à le mettre entre les mains, en effet, du plus grand nombre et de tous ceux qui ne veulent pas. J'ai des grandes discussions toute la fin de semaine avec mon père d'un certain âge sur le thème, etc. Donc, c'est intéressant aussi de faire basculer les gens grâce à la littérature, toujours, comme médium. Merci, mais oui, c'est ça, c'est l'idée. Puisqu'on n'est pas des philosophes, on n'est pas des sociologues, on a ce privilège de pouvoir poser des questions sans les résoudre. C'est assez rare dans les disciplines, tout à fait, qu'on trouve dans les rayons.
Je pense qu'on a une question ou un commentaire, Jean-Baptiste. Oui, c'est quelqu'un qui posait la question par rapport à ce qui était dit au début quand vous parliez des nombreux refus que vous avez faits et qui demandait comment est-ce qu'on réagit face à un refus pour un texte aussi personnel. C'est drôle, je crois, j'ai pas l'impression que ma réaction était différente pour mes autres textes qui sont moins personnels. Comme ça fait tellement d'années que je reçois des lettres de refus, on se construit en fait, on reste sur son cheval, quoi. Je sais pas, vous connaissez Bernardine Evaristo? Oui. Et elle en parle très très bien. Elle a commencé à gagner sa vie à 61 ans, quand elle a eu le Booker Prize. Et voilà, elle dit d'une certaine façon, alors après ça ressemble au success story maintenant qu'elle gagne sa vie, mais ça a renforcé sa vocation, c'est-à-dire que la validité de la démarche de quelqu'un, de son écriture, elle ne dépend pas de l'acceptation ou du refus. Et aussi bien toutes ces lettres de refus pour un texte personnel ou pas personnel, elles ne doivent pas me convaincre que ce que j'écris, c'est pas valable. Et la même chose qu'un très grand succès, ça ne doit pas non plus me faire croire que c'est plus valable que les autres choses qui n'ont pas été prises. Il faut que je reste sur mon cheval, c'est pas entre mes mains en fait. Et je pense que ça, c'est commun à beaucoup de gens qui écrivent, hein. La plupart des gens qui écrivent, ils ont des refus, hein. C'est vrai. Non, mais c'est Oui, il y en a un magnifique. certain nombre. Oui. Oui, et ça fait partie de la vie, ça fait partie de la fragilité, la beauté voilà, de ce que c'est que de vouloir créer quelque chose. Des fois, c'est reçu, des fois, c'est pas reçu. Donc, comment- j'aimerais mieux comprendre la question. Pourquoi est-ce que quelqu'un imagine que c'est plus douloureux quand on raconte une histoire personnelle qu'on vous la refuse? Disons que ce texte, pour moi, avant tout, c'est un texte. Je suis pas là. C'est pas, je raconte ma vie, effectivement, c'est mon matériau, mais c'est avant tout un livre que j'ai écrit. C'est une construction de langage. Je n'ai pas donné ma vie à un éditeur en disant tu la prends ou tu la prends pas. C'était pas comme ça. Et donc, quand on me dit non, je me dis pas, je suis pas rejetée en tant que ma vie. Personne, oui. Voilà, j'essaye de le prendre en tout cas comme ça, de me dire, ce texte-là ne leur convient pas à ce moment-là pour des raisons à eux. Il faut que j'en trouve un autre. Merci pour la question. Alors, c'est l'heure. Hein. Il nous reste 4 minutes. Voilà. Et ben alors, zut. Mario, est-ce que tu as une dernière question? Et après. Oui. Est-ce que... Il en a plein, en fait. Il en a plein. Il faut que je choisisse. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ont été cités dans votre livre. Est-ce qu'il y a des auteurs et des autrices que vous auriez aimé qui apparaissent dans votre livre, qui ne sont pas apparus dans votre livre, ou des auteurs, des livres que vous voudriez qu'on lise après le vôtre? Oh là là, mais si vous saviez tout ce que j'ai coupé. J'ai beaucoup coupé parce qu'en plus, je veux pas me laisser aller. J'aime beaucoup les analyses littéraires. Et donc, à la relecture, j'essayais de me dire, ne laisse que ce qui est nécessaire. Mais il y a plein de choses que j'aurais aimé mettre. Il y a une très longue digression sur une histoire de cheminée chez Tobias Wolff. Il y a un des textes que j'aime le plus, que j'aimerais le plus citer, mais je sais que c'est pas possible parce qu'il faudrait que je cite 4 pages. C'est un texte de Imre Kertész qui a été déporté. C'est des pages qui sont à la fin d'un livre qui s'appelle Être sans destin. Et ça dit tout ce que je veux dire en fait. Ça dit l'impossibilité de raconter. C'est quand il rentre de déportation, il retourne dans son village, il arrive dans l'appartement où il vivait, ses parents sont plus là, mais il y a des voisins qui l'accueillent et qui lui disent « Oh, bienvenue petit, ça a dû être très dur ce que tu as vécu. » Et il essaie de leur raconter ce qu'il a vécu. Et il rencontre le mur de l'impossibilité de raconter, de l'impossibilité que ça soit reçu. Et il essaie d'expliquer philosophiquement. Il essaie de démonter, c'est ce que je fais aussi dans mon texte, démonter des clichés. On va dire, les gens lui disent, bon, maintenant,
petit, tu es rentré, tu es vivant, il faut que tu tournes la page. Mm. Et il essaie de leur expliquer avec des mots très simples comment il ne peut pas tourner la page, comment ça ne veut rien dire de tourner la page, comment ça serait nier son libre arbitre. Et donc, tout le titre, Être sans destin, s'explique là. Il dit, s'il y a un destin, ça m'enlève tout libre arbitre. Et ce que j'ai vécu là, c'est absolument horrible et je ne pourrai jamais l'inscrire dans mon expérience. Donc, je dois considérer, pour pouvoir survivre, que nous sommes des êtres sans destin. Ça veut dire qu'à chaque moment de notre existence, même dans une file pour aller à Auschwitz, nous avons une petite part de libre arbitre. Et moi, c'est ce qui m'a permis de survivre quand j'étais enfant. Et je crois que c'est là que je m'adresse quand je dis la solitude, à celui et celle qui lit le texte. Il me semble que c'est ce petit truc-là qui fait qu'il y a une communication possible, qu'on peut réfléchir, qu'on peut choisir ce qu'on fait, enfin tout. Voilà, j'aurais bien aimé citer ça fait 4 ou 5 pages, par exemple, et plein d'autres trucs. Merci beaucoup, Neige. Alors, on a commencé par une lecture. J'aimerais bien qu'on termine par une lecture. Alors, si tu veux bien, c'est la fin du livre, Le Pays des Ténèbres. Est-ce que tu veux le lire? Oui, volontiers, à moins que quelqu'un veuille le lire. Bah, vas-y, lis-le. Ok, je lis jusqu'au bout. Ah oui, jusqu'au bout. Le pays des ténèbres. Cet autre lieu, pour moi, c'est un pays voisin. C'est comme dans la littérature fantastique, un monde qui se trouve juste à côté du nôtre, superposé au nôtre même. Une sorte de 4e dimension. On y est précipité une première fois et on ne peut plus ensuite en sortir. Dès qu'une ombre se profile, on y retourne, malgré soi. Il m'arrive de rencontrer des gens qui ont été ou qui vont dans ce pays des ténèbres. Je les reconnais. Il y a quelque chose dans leurs yeux. Je crois qu'ils voient aussi cela en moi. C'est une reconnaissance silencieuse dont on ne peut pas parler. On ne saurait pas quoi dire. Et ce n'est pas la peine non plus. Qu'est-ce qu'on dirait si on pouvait dire quelque chose? Il y a ce type qui vit près de chez moi. C'est un ancien pandillero qui est revenu vivre dans son village. Il cultive la terre, s'occupe d'un terrain de son père ou pâture des vaches. Quelquefois, il passe dans un vieux pick-up vert cabossé. Quelquefois, il est à pied. On se croise de temps en temps. Parfois, on est l'un en face de l'autre dans le minibus qui nous conduit à la ville la plus proche. Il a des tatouages partout, jusque dans le cou, jusque sous les yeux. Il a à peu près mon âge. Nous ne sommes pas du même monde. Je ne sais pas où il est allé. Il ne sait pas non plus où je suis allée, moi. Pourtant, quand on échange quelques mots de politesse sur le temps qu'il fait, je lis dans son regard comme si je regardais des poissons nager sous la surface d'un lac. Et lui aussi me lit comme un livre ouvert, un livre écrit dans une langue qu'il n'est pas sûr de comprendre, mais qui lui parle quand même clairement. Je ne peux pas deviner ce qu'on lui a fait exactement, ni ce qu'il a dû faire pour oublier un peu ce qu'on lui avait fait. Mais je sais qu'il est le fantôme d'un vivant qui n'a pas eu sa chance. Je ne peux pas être sûre, mais j'ai l'impression qu'il sait cela de moi, lui aussi. Ça n'est pas triste, c'est juste une évidence un peu étrange avec laquelle on vit. Nous avons cela en commun, cet indicible, qui ne fait pas pour autant de nous des gens capables de devenir amis ou quoi que ce soit. On apprend à vivre en sachant que ce monde sera toujours là, au détour du chemin. C'est un monde où victimes et bourreaux sont réunis. Je crois que ce sont les mêmes ténèbres, ou presque les mêmes. C'est un monde où l'on ne peut pas ignorer le mal. Il est là, partout. Il change la couleur et la saveur de toute chose. L'ignorer ou l'oublier n'est pas une option, car plus on le fuit, plus vite il vous rattrape. Mais on peut se maintenir au bord, sans y pénétrer. Apprendre à rester sur le seuil de ce monde. Voilà le défi. Marcher, comme des funambules sur le fil de nos destinées. Trébucher, mais encore une fois, ne pas tomber. Ne pas tomber. Ne pas tomber.
Merci Neige Sinou. Merci. Merci Mario.